Le point de départ de cette guerre de l'information, le premier acte, ce n'est pas réellement la chute du mur de Berlin, c'est la guerre du Golfe. À l'époque, le gouvernement en exil du Koweït, avec le soutien tacite du gouvernement américain, avait engagé pas moins d'une vingtaine d'agences de relations publiques et de grands cabinets d'avocats pour influencer l'opinion publique américaine et globalement occidentale en faveur du Koweït. En août 90, pile au moment où les Américains déploie 50 000 soldats en Arabie Saoudite pour préparer l'affrontement, c'est au cabinet Hill et Norton que le CFK, c'est une organisation, une ONG, les citoyens pour un Koweït libre, donne un contrat de plus de 10 millions de dollars. Et cette campagne d'influence va être à l'époque la plus importante jamais entreprise aux États-Unis, qui à l'époque ne recourt pas à la loi de 1938, qui oblige les agents étrangers à déclarer leur activité, ce qui finalement revient pour le gouvernement américain, pour l'administration américaine, à soutenir tacitement cette campagne. Et finalement, cette agence de RP américaine, eh bien, va mettre en place le système de pool qu'aujourd'hui nous connaissons bien, pas seulement dans la guerre militaire, mais aussi dans les guerres politiques, dans les campagnes présidentielles, sénatoriales, etc. Comment ? Eh bien, Hill et Norton va fournir des reportages clés en main à toutes les chaînes de télévision américaines et occidentales pour dénoncer l'armée d'occupation irakienne, pour diaboliser Saddam Hussein, et ils vont aller jusqu'à organiser en octobre 90 le témoignage d'une jeune fille de 15 ans qui s'appelle Nayira, et qui raconte devant une session extraordinaire de la Commission des droits de l'homme du Congrès américain les crimes de guerre qu'elle a vécus au Koweït, un pays dont elle vient de s'échapper. Les images, évidemment, sont diffusées d'abord en direct sur la chaîne parlementaire américaine qui s'appelle C-SPAN, et puis retransmises ensuite sur ABC, sur NBC, à plus de 50 millions de téléspectateurs américains en quelques heures, avant de faire dans la foulée la une de la presse internationale, et évidemment, il y a des appels à une intervention militaire qui vont créer un effet boule de neige, et qui vont enjoindre le Conseil de sécurité des Nations Unies à adopter une résolution qui vise à autoriser le recours à la force contre l'Irak 6 semaines seulement après son témoignage. Et à l'époque, le Conseil de sécurité de l'ONU va carrément poser un ultimatum à Saddam Hussein. 3 jours avant cet ultimatum, qui est fixé au 15 janvier 91, eh bien le Congrès américain autorise le recours à la force et le tour est joué. Personne à l'époque n'a remarqué que cette Nayira avait un nom de famille très connu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est le même que l'ambassadeur du Koweït aux États-Unis, qui est aussi membre de la famille royale et qui n'est autre que son père, Saoud al-Sabah. Personne non plus n'a souligné dans la presse occidentale, d'ailleurs comme non alignée, que cette agence Hill et Norton fournissait des locaux à la commission qui avait interrogé la jeune Koweïtienne, ni que c'était l'agence elle-même qui s'était chargée de filmer la séance pour transmettre ses propres images à plus de 700 chaînes de télévision dans le monde. À l'époque, le gouvernement du Koweït, qui avait finalement peu de moyens, a réussi à démontrer que sans avoir une armée réellement puissante, il pouvait renverser Saddam Hussein et reprendre le pouvoir grâce à une arme nouvelle, en tout cas utilisée de manière nouvelle, l'arme informationnelle. Et cette arme, elle va leur permettre, en premier, de faire levier sur leurs alliés les plus puissants, on l'a vu récemment avec l'Ukraine, pour faire prévaloir leur propre récit dans l'opinion publique, et pour le faire prévaloir auprès des opinions publiques occidentales, pour qu'elles-mêmes fassent pression auprès de leurs élus, auprès de leurs responsables politiques et militaires, et pour ça, c'est la porte ouverte pour leur offrir à l'intérieur des médias internationaux l'espace narratif pour influencer le cours de l'histoire, et dans le cas du Koweït, pour constituer une coalition militaire qui va lui permettre de libérer son territoire. De sa faiblesse originelle face à Saddam Hussein, le Koweït a su faire une force. Seulement, les Américains ne sont évidemment pas étrangers à cette stratégie, et pendant la guerre du Golfe, c'est eux qui vont avoir recours à cette arme informationnelle comme jamais auparavant. L'historien David Colon, dont je vous ai déjà parlé, a publié un livre en septembre 2023 sur la guerre de l'information. Et il explique à l'intérieur, par le menu,
comment ils ont réussi à imposer à ce moment-là, les Américains, et a fortiori l'armée américaine, les codes du contrôle de la production de l'information, qui depuis n'ont jamais été démentis. Je vais vous les résumer rapidement, mais vous pouvez creuser dans son excellent bouquin plus en détail cette fabrique de l'information. D'abord, il faut comprendre qu'à l'époque, les Américains n'ont délivré d'accréditation de l'armée qu'à 800 journalistes, sur les 1400 qui avaient été envoyés par des médias du monde entier pendant la guerre du Golfe. Et sur ces 800 journalistes, donc à peu près les 2/3 des journalistes présents, seulement 125 ont été admis dans des pools de journalistes embarqués, c'est-à-dire ceux qui ont accès à la fois aux unités militaires et qui ensuite peuvent fournir leurs images et leurs informations aux autres journalistes qui ont été relégués dans un centre de presse plus excentré. C'est un peu comme au football américain, si vous voulez. C'est eux qui vont aller envoyer le ballon, envoyer l'information aux autres. Et ces 125 journalistes, évidemment, étaient tous américains ou britanniques, c'est-à-dire les deux pays de la coalition principale. D'ailleurs, c'est l'armée britannique qui avait inventé, qui avait initié, qui avait innové en créant ce système de pool à l'époque de la guerre des Malouines en 82. Ensuite, ça avait été très vite repris par une armée américaine qui avait été traumatisée par sa gestion de l'information pendant le Vietnam, et puis, je vous l'ai dit, par les candidats pour leur campagne électorale, avant de devenir la norme à la Maison-Blanche, mais aussi à l'Élysée ou dans l'ensemble des palais gouvernementaux. Il y a à l'époque quand même quelques résistances de médias qui dénoncent une violation de la liberté de la presse, et l'AFP à l'époque va jusqu'à intenter un procès au Pentagone, et ils obtiennent, l'AFP, que quelques journalistes non anglophones, dont certains français de l'AFP, puissent participer au pool. Seulement, ils sont obligés d'écrire leurs papiers en anglais, et ils doivent les soumettre à la censure militaire. À l'époque, le secrétaire à la défense, Dick Cheney, veille au grain parce qu'il a mission du pouvoir américain de créer une atmosphère qui soit favorable à la guerre dans l'opinion américaine. Et pour ça, il a besoin des journalistes. Il doit à la fois les tenir à l'écart du front pour leur livrer des images, leur livrer des communiqués, leur livrer des informations. Et à l'époque, il va s'appuyer en fait sur un système déjà en place. On en a parlé dans la murdockisation, qui est l'uniformisation des sources internationales de toutes les télés à l'époque, puisque les agences que sont l'AFP, les Britanniques de Reuters et les Américains de United Press et d'Associated Press fournissaient déjà 80% des sources de l'information mondiale. Il y a même une banque d'images qui a été créée, qui s'appelle Eurovision News Exchange, et qu'offrait à l'époque à 94 chaînes du monde entier la possibilité d'échanger entre elles leurs images, et donc, vous l'avez compris, de ne pas envoyer forcément de journalistes. Seulement, dans ce Eurovision News Exchange, il faut qu'un sujet soit commandé par au moins 5 chaînes pour qu'il puisse être diffusé. Il faut qu'il y ait une économie. Donc, vous avez compris qu'à la fin, c'est une information uniformisée qui va passer sur l'ensemble des chaînes. CNN, d'ailleurs, avait été tout au long des années 80, vous savez, CNN qui a inspiré Fox News, la seule chaîne, notamment à Tiananmen, et ça avait rendu à l'époque, vous vous rappelez, fou de rage Rupert Murdoch. Parce que ces médias, en l'occurrence américains et anglo-saxons, transmettent en direct un événement qu'il devient un événement. Et pendant la guerre du Golfe, 105 chaînes de télé vont s'abonner au flux d'images de CNN pour pouvoir les diffuser en direct, évidemment sans les interroger, seulement en les commentant. La chaîne américaine devient même la première source d'information télévisée dans le monde entier parce que désormais, toutes les chaînes parlent de la guerre du Golfe. Elles en parlent matin, midi et soir pour suivre leurs concurrents et pour créer cette atmosphère avec absolument donc les mêmes images. À l'époque, c'est l'heure de l'information globalisée. On est avant qu'Internet ne se démocratise, à l'époque, c'est quasiment que des militaires et des chercheurs qui l'utilisent en 91, et ça va influencer drastiquement et dramatiquement le récit du conflit. On raconte même que le bureau ovale et le bunker de Saddam Hussein avaient un poste allumé en permanence sur CNN. Le dictateur irakien va même donner à la chaîne américaine l'exclusivité de la retransmission de sa rencontre avec des otages britanniques en août 90 à une condition. C'est que CNN diffuse, donc dans le monde entier, la caresse qu'il va faire sur les cheveux d'un enfant otage, et CNN peut en contrepartie
utiliser à Bagdad leur téléphone satellite, qui est une installation quasiment militaire. Et à l'époque, le Pentagone va alimenter la chaîne, qui est basée à Atlanta, en informations exclusives, mais aussi en experts autorisés. C'est eux qui vont choisir qui sont les éléments, les militaires, les hauts gradés, qui vont pouvoir intervenir sur leur plateau. Et évidemment, le Pentagone va fournir CNN en images pour manipuler ces journalistes et pour ensuite propager dans un espèce de ruissellement leurs images dans le monde entier. Il y a d'ailleurs un acteur hallucinant dans cet épisode fondateur. C'est un officier de la marine américaine qui s'appelle Michael Sherman. Et il a grandi, lui, au Moyen-Orient parce que ses parents travaillaient pour Aramco, qui est une compagnie pétrolière saoudienne, qui est une joint venture entre les Américains et les Saoudiens. Et dès août 90, c'est lui, Michael Sherman, qui va diriger le bureau d'information de l'armée américaine en Arabie Saoudite, là où il contrôle le déploiement des troupes dans la région. Et il va préparer minutieusement ce conflit en jouant à fond sur ce qu'on appelle le syndrome de l'envoyé spécial. En fait, les envoyés spéciaux des médias, notamment anglo-saxons et européens, occidentaux, n'ont absolument rien à dire. Donc ils vont se raccrocher à l'info la plus sûre à leurs yeux. Et ils doivent alimenter cette production de l'information, parce que leur rédaction attend leurs éléments. Ils n'ont aucune autre manière de produire de l'information. Et donc les communiqués pseudo-confidentiels de l'armée deviennent pour eux des vérités. Tandis que les experts, qui souvent sont des militaires à la retraite, vont se relayer sur les plateaux de radio et de télé directement dans les pays, mais aussi dans les journaux, en écrivant des tribunes pour prêcher la bonne parole, la parole officielle, validée. Dans ce phénomène-là, les journalistes ne sont pas vraiment des complices, c'est plutôt des victimes en fait de cette machine de désinformation, parce qu'ils doivent absolument tenir l'antenne. On est dans des chaînes d'information en continu. CNN, dès les années 80, a créé ce modèle. Et donc ils sont tributaires des images fournies par l'armée et fournies par CNN. Et c'est à ce moment-là que la mondialisation de la manipulation va s'opérer dans un contexte de communication globalisée. Et la guerre psychologique qu'est la guerre du Golfe va prendre tout son sens lorsque, par exemple, et c'est David Colon qui le raconte dans son livre, l'armée américaine achemine 12 000 cercueils en Arabie Saoudite et prend bien soin de les faire filmer par les médias occidentaux. À ce moment-là, c'est une réponse directe à Saddam Hussein qui venait de dire publiquement que les Américains ne seraient pas capables, n'auraient pas le courage de sacrifier 10 000 hommes pour lui faire la guerre. Et pour reprendre cette chronologie, et donc le rôle des Américains dans cette opération informationnelle, il faut bien comprendre une chose, c'est que le président Bush père, a présenté l'armée irakienne à l'époque comme la 4e au monde, au moment où il annonce, le 8 août 90, l'envoi de forces américaines en Arabie Saoudite justement, pour aller aider son allié koweïtien à se défendre d'éventuelles agressions de son voisin irakien. Et les médias du monde entier, à l'époque, vont reprendre sa déclaration. Parce que les agences de presse, aujourd'hui, ne veulent pas prendre de risques. Et donc, dès l'époque, l'important c'est de valider une citation, et c'est pas de valider le contenu de la citation. Sauf que, à l'époque, l'armée irakienne n'est pas du tout la 4e armée au monde. C'est au mieux la 10e puissance militaire mondiale. Et ce discours guerrier va se propager. On a même en France un journaliste de TF1 qui s'appelle Charles Villeneuve, qui va parler de guerre de civilisation, en ajoutant, je le cite, que c'est la guerre du monde civilisé contre les Arabes. On va jusqu'à comparer la moustache de Saddam Hussein à celle de Hitler en une du New Republic, vous savez, le média va-t-en-guerre de Rupert Murdoch, et on compare aussi les images de Kurdes gazés dès 1988 à Halabja aux images de la Shoah, aux images de la libération des camps de concentration. Murdoch, vous le savez, va encore plus loin en retournant quasiment à lui tout seul l'opinion publique britannique avec ses journaux qui étaient opposés au départ à cette guerre. En août 90, les Britanniques ne voient pas ce qu'ils ont à faire avec leurs alliés américains dans ce bourbier. Et à l'époque, dans le Sun, celui qui avait déjà mené pour Reagan des opérations de propagande pour le compte de la CIA, Rupert Murdoch, va jusqu'à écrire dans son éditorial que ceux qui s'opposent à la guerre du Golfe sont des Munichois. Il fait référence évidemment aux concessions qui avaient été faites à Hitler en 1938 à la conférence de Munich par différents responsables politiques, dont les Français. Et ça marche très bien. On parle même à l'époque, déjà, on n'est pas à la guerre d'Irak de 2003, d'armes chimiques
et on parle de terroristes prêts à frapper n'importe où dans le monde. En novembre 90, on va atteindre le paroxysme avec la publication d'un sondage sur CBS et dans le New York Times qui démontre qu'une majorité d'Américains se prononcent pour une intervention militaire qui empêcherait l'Irak d'obtenir la bombe atomique. On est en novembre 90. 2 jours plus tard, le fils du président Bush, donc le futur président George W. Bush, affirme que l'Irak n'est qu'à quelques semaines, qu'à quelques mois de posséder l'arme atomique. C'est faux, évidemment, mais c'est repris à ce moment-là dans le monde entier, et la France plie et accepte de déployer 10 000 soldats français en Arabie Saoudite, et puis, au moment de l'offensive terrestre en janvier 91, d'avoir 15 600 soldats français présents. Et là, on va assister à une scène absolument rocambolesque, lorsque PPDA, Patrick Poivre d'Arvor, donc la star de la télévision française, se rend en Irak en août 90 pour interviewer Saddam Hussein en personne. Et il va ramener dans ses bagages un otage français, un bébé de 18 mois. Michel Rocard, qui était à l'époque Premier ministre, avait fusillé PPDA dans un communiqué officiel de Matignon en disant, je cite, que la liberté de la presse est l'honneur des démocraties, mais aussi parfois le relais des dictatures. TF1, vous savez, c'est une chaîne privée depuis 86, depuis quelques années seulement. Et Rocard va jusqu'à inviter les journalistes à éviter de prendre le risque de servir les intérêts de la propagande d'une puissance étrangère sans, je le cite, autre nécessité que celle de prestations plus spectaculaires ou émotives que réellement informatives. Il dénonce déjà cette mordokisation des médias qui va servir en premier lieu les Américains, l'OTAN et plus largement cette culture, ce qu'on appelle le complexe militaro-industriel, cette culture de la guerre. Le CSA rappelle d'ailleurs depuis 86 l'exercice de la liberté d'expression, qui peut être limité en France au nom des besoins de la défense nationale. Et comme pour le Pentagone, en France, on a une institution qui est l'école du cinéma de la presse des armées, qui s'appelle l'ECPA, et qui va transmettre aux journalistes qui sont interdits d'approcher le front leurs propres images. Et l'armée française le fait par l'intermédiaire du service d'information et de relations publiques des armées qui s'appelle le CIRPA. Et à l'époque, c'est ça qui va permettre au gouvernement français de cacher à leur opinion publique que ces soldats, en fait, étaient placés sur place sous le commandement direct américain, et pas sous un commandement français. La DGA, la Direction Générale de l'Armement française, est même allée à l'époque jusqu'à mettre en place un dispositif particulier de renseignement technique, en fait, à destination des journalistes, avec un listing de consultants techniques, on va dire, en fait, des anciens militaires ou des experts, joignables en permanence, jour et nuit, pour pallier officiellement tout phénomène de rumeur. Sauf que, en fait, c'est le contrôle de l'information sur la participation française à cette guerre qui se joue avec ce fichier. Et dans la guerre du Golfe, la défense nationale a carrément utilisé les médias en accordant seulement 1% de temps d'antenne aux opposants à la guerre, mais aussi en diffusant plusieurs fausses informations dans des médias qui, à l'époque déjà, courent après les exclusivités pour finalement tromper l'ennemi irakien. L'armée a utilisé les médias pour diffuser des informations qui allaient les servir militairement. Par exemple, le Pentagone a fait circuler une rumeur d'invasion pour que les soldats irakiens rejoignent immédiatement leur poste de combat. Et le renseignement américain a pu, ce faisant, les localiser, tout en empêchant évidemment les journalistes de couvrir les véritables préparatifs de l'assaut. Ces techniques de diversion fonctionnent depuis dans absolument toutes les guerres, et dans la guerre d'Ukraine, c'est un lot quotidien. La guerre du Golfe, d'ailleurs, n'a pas été la première guerre en direct qu'on nous annonçait, pour la simple et bonne raison que les images du front étaient en fait extrêmement rares, et elles étaient toutes diffusées en fait en différé, reprises, la plupart du temps sorties de leur contexte. Seulement, les chaînes d'information en continu vont à l'époque faire primer la technique sur le contenu. Ils vont faire primer l'actualité sur l'analyse, les faits sur leur vérification, et pour être fidèle à la technique chère à Rupert Murdoch, sa secret sauce, l'émotion sur la réflexion.
Elles ont traité cette guerre du Golfe comme un spectacle et les médias, les journalistes, vont attribuer plus d'importance aux commentaires en nombre qu'à l'information. Déjà parce qu'elle est très rare, elle est d'une qualité relativement peu fiable. Et finalement, ce sont des images d'archives complètement sorties de leur contexte qui vont faire croire aux téléspectateurs du monde entier qu'ils vivent en direct la guerre du Golfe. Tandis que cette course à l'immédiateté, cette course à la vitesse, cette course à la primeur, va empêcher les journalistes d'effectuer leur travail, leur mission, c'est-à-dire un travail de vérification, et qui va les transformer durablement en proie facile pour le Pentagone et pour ses alliés militaires, qui vont pouvoir lui imposer une grammaire. Cette grammaire, vous vous en rappelez pour ceux qui étaient nés, un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, c'est la grammaire d'une guerre propre. Une guerre faite de frappes chirurgicales qui serait menée à coups de missiles intelligents. Déjà à l'époque. Les bombardements, ça n'existe plus. Ce sont des sorties aériennes. On ne tue pas des ennemis, on traite une cible et les civils tués sont à l'époque appelés des dommages collatéraux. Et l'esthétique compte aussi avec, vous savez, ces images de frappes ciblées de bâtiments ou de véhicules par des armes qui sont guidées au laser. Elles vont permettre de désincarner les combats et de donner une image aseptisée de la guerre à toute une génération et au monde entier. Et c'est ce fameux Michael Sherman qui produit ces images. Et pour ça, il s'appuie sur une expérience incroyable qu'il a eue pendant les 7 ans qui précèdent la guerre du Golfe. C'est son expérience à Hollywood. Parce que c'est lui qui a assuré, Michael Sherman, la liaison entre la Navy et les producteurs de films de guerre comme Top Gun. Et ces images d'illustration très spectaculaires, qui viennent en fait de tirs d'essai ou de simulation, pas de la vraie guerre, ont été créées avec des caméras embarquées, mais aussi avec des armes à guidage GPS ou laser. Seulement, elles ne représentaient que 7% des munitions larguées sur l'Irak. Donc c'est en fait une vaste manipulation. Parce que la vérité, dès la guerre du Golfe, n'existe plus. Baudrillard qualifie d'ailleurs la guerre du Golfe de triomphe du virtuel sur le réel. Il dit ça dès 1991. Et Rupert Murdoch, comme toujours, il participe, bien sûr, c'est le premier de cordée. Il va saluer le bombardement de l'Irak par un drapeau britannique en une du Sun, que les lecteurs peuvent découper pour l'afficher à leurs fenêtres. Et cette guerre de l'information devient, dès les années 90, une guerre des perceptions. Par exemple, sur les marchés financiers. Ils adhèrent à la promesse de la guerre éclair, ils font monter les bourses occidentales et baisser le prix du baril immédiatement. Du côté des citoyens, cette crainte savamment entretenue d'hypothétiques attentats partout en Occident a très fortement contribué à les rallier à l'opération militaire et au soutien de leur pays, de leurs forces armées, à la guerre du Golfe américaine. Il faudra d'ailleurs très peu de temps pour que les journalistes s'aperçoivent de la manipulation qu'ils ont subie et tentent de dénoncer ce journalisme spectacle auprès des citoyens, auprès de leurs audiences. Mais finalement, c'est la photo et la peinture qui vont réussir à retranscrire la réalité de cette guerre bien mieux que la télévision, bien mieux que la radio. Vous pouvez trouver sur internet les œuvres du peintre officiel qui a été recruté à l'époque par l'Imperial War Museum. Il s'appelle John Keane. Et il a passé 1 mois sur place, avec les soldats, avec les journalistes aussi, mais dans la zone des combats. Cette guerre, ça a aussi été l'occasion pour tous les anciens adversaires des Américains de prendre conscience, une fois pour toutes, que l'information mondiale est désormais devenue un théâtre de guerre. Il y a plus de 30 ans déjà. Et ce conflit va finalement intégrer l'ensemble des réseaux de communication. Qu'est-ce que c'était à l'époque les réseaux de communication ? C'était l'espace virtuel, c'est-à-dire le champ électromagnétique et même déjà les satellites. Ils vont intégrer l'ensemble de ces réseaux à ce conflit parce que la frontière qui sépare les militaires des civils s'abolit à ce moment-là. Et les régimes comprennent qu'ils peuvent user de tous les moyens, dont l'information bien sûr, pour contraindre leurs ennemis et leurs opposants à accepter leurs intérêts. Et la guerre dépasse, va au-delà des limites, comme l'ont très bien décrit dans un très bon livre 2 officiers généraux de l'armée populaire de libération qui préconisaient dès 1999 à la Chine de s'approprier ce nouvel art de la guerre. Parce que le champ de bataille depuis 1991 se situe absolument partout. 91, c'est ce moment, la guerre du Golfe, où la guerre de l'information succède quasiment immédiatement à la guerre froide.